Bonjour à toutes et à tous. Pourquoi investir aujourd'hui pour mieux soigner demain? Eh bien, c'est la question que nous allons aborder avec nos deux invités, Christelle Roger, directrice des ressources humaines chez BPI France, et Christophe Arrigan, directeur de la protection sociale Europe et membre du COMEX à CNP, chez CNP Assurance. Bonjour à tous les deux et bienvenue sur ce plateau de la French Care. Alors, la prévention en santé, c'est l'un des 4 axes du plan stratégique de BPI France qui joue un rôle majeur, on le sait, dans la structuration de cette filière, notamment via les entreprises. Un investissement stratégique à la fois en interne pour la santé des collaborateurs, pour la qualité de vie au travail, mais aussi en externe parce que c'est un enjeu de société pour assurer tout simplement la soutenabilité du système de santé qui est fragilisé, on le sait, et sous tension avec notamment la hausse des maladies chroniques. Alors, pour poser le contexte et comprendre ces enjeux autour de la prévention, l'un et l'autre, pourquoi est-ce que ce sujet de la prévention est stratégique aujourd'hui et peut-être ensuite pourquoi passer par les entreprises? Donc, stratégique et puis entreprise. Christelle Roger. Merci. Alors, pourquoi c'est stratégique? Effectivement, nous, on a décidé au mois de septembre l'année dernière de lancer un plan santé pour l'ensemble de nos collaborateurs qui est basé sur 2 axes. Le premier, c'est la santé physique et puis on a aussi la santé psychologique. On voit qu'on a de plus en plus de dégradation sur ces contextes-là, donc c'est très important de les prendre en compte. Et puis, le deuxième élément, c'est que on s'oriente de plus en plus aussi sur la partie médecine de ville. On n'est pas uniquement sur la santé au travail, on va sur la santé globale du collaborateur. C'est une volonté de Nicolas Dufourcq, notre président, sur le sujet, simplement parce qu'on voit bien qu'on va avoir un désengagement de plus en plus important de la sécurité sociale sur ces sujets-là, que les mutuelles ne pourront pas tout compenser, et qu'il faut qu'on change nos habitudes en la matière et que l'on prenne de plus en plus la partie de la prévention qui non seulement permet d'éviter le développement de maladies, ce qui est très bien, mais qui coûte aussi 10 fois moins cher que le curatif. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'engage de plus en plus sur ces sujets-là. Merci pour cette explication. Et de votre côté, Christophe Arrigan, je le disais, côté entreprise, comment ça se joue et peut-être côté assureur, bien évidemment aussi. Sur un basculement, vous parliez de changer nos habitudes, un basculement qui est nécessaire à opérer, qui est finalement de passer de l'indemnisation du risque à la prévention du risque. Oui, c'est le sujet, parce que la prévention, c'est un sujet qui n'est pas nouveau. On en parle depuis 30 ans. En revanche, ce qui ne l'est pas, c'est que nous n'avions pas réussi à trouver la voie de la prévention en France. On a préféré adopter dans notre société un système qui est basé sur le curatif. Or, dès lors qu'on part d'un système qui est basé, un système de santé sur le curatif, eh bien, on peut se retrouver fragilisé. Et c'est un petit peu la situation dans laquelle on est. Je dirais 3 axes majeurs qui font qu'aujourd'hui un nouveau paradigme doit s'ouvrir. Le premier, c'est l'extrême fragilité de notre système de santé. On l'a vu avec la crise du Covid. On a un système global français de soins qui était un des meilleurs au monde, mais qui finalement se retrouve dans une situation où il n'est pas à même d'apporter toutes les réponses. Et je vous donne un exemple. On a une très belle espérance de vie en France. On va dire qu'on est à plus de 80 ans pour les hommes, donc c'est assez remarquable. Et on est à 85 ans pour les femmes. Néanmoins, ce n'est pas l'espérance de vie en bonne santé. Il y a un mais. Voilà. En bonne santé, on est à 65 ans. C'est-à-dire qu'il faut financer le coût de la santé de 65 à 80 ou 85 ans. Et avec l'allongement de l'espérance de vie, avec devant nous le mur du baby-boom. Oui, du baby-boom, ou le mur en fait de toutes les maladies chroniques et puis de la dépendance qui arrive, eh bien notre système va être inflationniste en termes de dépenses. Or, la seule réponse de notre société est du curatif. Donc, avec des finances publiques un petit peu compliquées, eh bien, on voit bien qu'on arrive au bout d'un système. Donc ça, c'est la fragilité de notre système de santé qui doit trouver une nouvelle voie. Et la voie de la prévention est celle qui est toute tracée. Deuxième point qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, et ça c'est une chose incroyablement positive, on attend des entreprises qu'elles aient un rôle social et sociétal. Et donc, on attend des entreprises qu'elles puissent être acteurs de la santé. Et quand on regarde, les entreprises, elles représentent 27 millions de salariés en France. Donc, elles ont la proximité, elles ont la légitimité aujourd'hui, et elles peuvent représenter finalement une voie pour appuyer la prévention. Et puis enfin, le dernier axe qui vient créer une nouvelle ouverture dans notre système de santé français, c'est tout simplement l'innovation avec le digital, l'intelligence artificielle. Et là, on a la chance d'avoir
le fonds prévention santé numérique, on a la chance d'avoir le programme d'accélérateur de BPI, d'avoir le fonds Open Innovation, Open CNP pour financer les startups. Et là, toutes ces nouvelles technologies qui arrivent, toute l'innovation autour de l'intelligence artificielle va nous permettre de créer des nouvelles façons d'aborder la prévention. Et ce triptyque que je dirais digital, innovation, les acteurs que sont les entreprises qui sont maintenant légitimes pour intervenir, et puis la fragilité du système de santé, eh bien, c'est la voie toute tracée pour, je dirais, une prise en charge de la santé d'un point de vue populationnel, et peut-être avec une prévention que je vais appeler prévention ciblée, parce que c'est probablement une des voies de l'avenir de la prévention. Alors, vous y avez sans doute déjà répondu en partie en expliquant combien il était important de soutenir et de financer l'innovation. Mais comment une mutuelle peut concrètement soutenir les entreprises dans ce rôle sociétal? Et on va revenir concrètement sur ce que vous faites à BPI France. Mais finalement, quel est le rôle de la mutuelle dans l'écosystème que vous avez dressé, ou dans le constat que vous avez dressé? Christelle l'a pointé de manière très subtile, et je tiens à le souligner. On avait auparavant des acteurs, des complémentaires santé, qui n'avaient qu'un rôle de financeurs aveugles. On remboursait de manière aveugle, indépendante, les différents soins, les différents besoins financiers des Français et des Françaises, des salariés. Et ce système-là n'est pas satisfaisant. Et BPI est admirable sur ce plan-là, parce que la prise en charge de ce sujet, la préoccupation de ce sujet, les actions qui sont mises en œuvre, eh bien, traduisent la volonté des entreprises d'agir sur la santé de leurs collaborateurs, et l'association avec la complémentaire santé trouve tout son sens. Je vais vous prendre un petit exemple rapide qui va permettre d'illustrer. De plus en plus aujourd'hui, les assureurs proposent d'associer à l'assurance de la prévention, et de plus en plus, les entreprises demandent des solutions de prévention. À tel point que dans un appel d'offres classique, si les services de prévention représentent 1-2% du prix, ils peuvent représenter jusqu'à 20% de la note. Donc on voit aujourd'hui où le barycentre se déplace sur une exigence d'être au cœur de l'action sur la santé des salariés, avec de la prévention qui est quand même la solution pour éviter l'embolie du système qui est trop consommateur de ressources. Donc les entreprises sont en train de devenir les complémentaires des complémentaires santé. Je dirais qu'on est un ensemble sur la chaîne de valeur de la prévention, et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Christelle Roger, vous nous le disiez, vous avez mis en place il y a quelques mois un plan en interne à BPI France. Est-ce que vous pouvez nous dire par quelles actions concrètes cela passe? Alors, les actions concrètes qu'on a mis en place, on a déjà réinternalisé notre médecine du travail. On a souhaité avoir des médecins internes qui soient en capacité médecins et infirmières, puisqu'on a un service de médecine du travail qui est complet. On a souhaité avoir des personnes qui soient dans l'entreprise pour bien comprendre nos enjeux et pouvoir accompagner au mieux la santé de nos collaborateurs. Ensuite, on a mis en place également un système d'assistanat social avec une société qui est en capacité d'accompagner tous nos collaborateurs où ils sont en France sur toutes les problématiques sociales qu'ils peuvent avoir. Comment je déclare une RQTH, j'ai des problèmes, je divorce, j'ai des problèmes de violence intrafamiliale, etc. Comment je gère ces sujets. On a rajouté également une partie sur l'aidance pour aider nos aidants à affronter ces moments-là. On se rend compte qu'on est aidant de plus en plus tôt dans la vie, en fait, et de plus en plus longtemps. Et de plus en plus nombreux aussi. Et de plus en plus nombreux. On estime qu'en 2030, on aura 30% de la population active qui est en aidance, puisque on a les enfants de plus en plus tard, on travaille de plus en plus vieux, on vit de plus en plus longtemps, donc on se retrouve très souvent coincé avec des enfants qui sont encore en bas âge ou ados, et puis des parents qu'il faut aider, et on est au travail. Donc tout ça, ça fait un combo un peu compliqué à gérer. Donc on a cette aide à l'aidance. On a également tout ce qui est aide au logement d'urgence. Un collaborateur qui perd son logement pour que raison violence intrafamiliale ou une inondation, une catastrophe naturelle, plus de logement. Là, on a un responsable qui intervient pour trouver un logement dans la journée, pour au moins sauver sur l'urgence. On travaille aussi, on a ajouté une plateforme d'aide psychologique avec la possibilité d'avoir accès directement à des psychologues en direct, que ce soit en présentiel ou en distanciel. On a mis en place également toute la partie de bilans médicaux. Donc, et là, on a fait alors, sur tout ce qu'on a mis en place, c'est le carton plein sur ce sujet. On a ouvert début janvier.
400 créneaux proposés, 40 minutes plus tard, il n'y avait plus un créneau. Donc une vraie demande, un Une vrai besoin. vraie demande. On a déjà 216 personnes sur liste d'attente. Nos prochains créneaux ouvrent à partir du 16 juin. Et on sait qu'on a déjà 216 créneaux sur les 400 qu'on va reproposer qui sont pris. Donc, ce bilan médico-social qu'on propose, c'est donc une fois tous les 5 ans pour les jusqu'à 49 ans, et à partir de 50 ans, c'est une fois tous les 3 ans. Et on passe un screen complet sur son état de santé, et on fait de la prévention, et on a contact avec des médecins et des prescriptions par la suite au besoin. Comment vous expliquez ce succès? C'est un changement, vous parliez de nécessité de changer nos habitudes, c'est une prise de conscience, c'est autre chose? C'est la facilité de l'accès. Parce que c'est sur site, parce que c'est proposé. Sur site. On a 4500 collaborateurs en France. On en a qui sont en région. On prend en charge leurs déplacements pour venir faire ce bilan à notre siège social. Donc, on a mis aussi les moyens pour pouvoir mettre en place notre politique. Mais ce qu'on constate, c'est que la plupart de ce qui est fait dans nos bilans médicaux pourrait être fait par le médecin, qui pourrait prescrire différents prélèvements, différents diagnostics à faire dans le circuit de ville classique. Le fait qu'on le propose au même endroit, facilité, juste prendre un rendez-vous, c'est sur le temps de travail, on n'a pas à se casser la tête de savoir comment j'y vais, etc. Ça a eu un succès de dingue. Et effectivement, les gens se disent... si je peux prendre un peu soin de ma santé en amont plutôt que d'éviter des problèmes, ils le font. Mais par contre, il faut un peu les prendre par la main. Et c'est ce qu'on fait. Et en fait, on offre cette facilité-là. Vous citiez l'exemple de BPI France comme entreprise exemplaire, et vous disiez aussi, nous, maintenant, quand on arrive dans une entreprise, on propose un pack prévention qui peut aller jusqu'à 20% de nos actions. Ces bilans de santé, ça en fait partie. Quels sont les exemples que vous pouvez nous donner sur ces actions de prévention que vous proposez? Ouais, ce qui est vraiment admirable dans l'approche de BPI, c'est que le levier, le frein qui était un blocage sur la prévention a été levé. Et ce frein, c'est la proximité et de prendre les personnes par la main. On a tous sur les paquets de cigarettes l'information fumez-tu. Et pourtant, on voit des milliers de personnes qui fument dans la rue. Donc en fait, juste l'information unique n'est pas suffisante. Il faut enlever l'effort d'accès à la prévention. Et c'est ce que vient de faire BPI et c'est ce que vient de nous démontrer Christelle. Si je reprends un petit peu la prévention ciblée qui est mise en œuvre. En fait, cette prévention ciblée, elle est complémentaire à toute l'action de prévention généraliste du système de santé français, de l'action publique française. En revanche, la prévention... Que sont les campagnes de vaccination, Exactement. de dépistage, etc. Exactement. Okay. Ouais. Qui sont là, ce qu'on appelle la prévention primaire, qui en gros, comment essayer de faire changer les comportements, mais c'est du long terme, c'est compliqué. La prévention ciblée, elle consiste à orienter des actions de prévention sur des risques, sur des populations et sur des moments de vie de manière très précise, à partir de données objectives et avec une connaissance fine du terrain, de manière à être très efficace. Si je veux le résumer un petit peu autrement, et sur ces 3 axes, les risques, eh bien tout d'abord, on ne va pas faire de la prévention à tout va. L'idée, c'est pas de lancer un grand filet dans l'océan. On va prendre, par rapport à la population de l'entreprise, on va prendre des risques de santé qui sont avérés. Donc on va partir sur les risques, les troubles musculo-squelettiques, par exemple. Quand on est un conducteur, qu'on conduit toute la journée son camion, qu'on reste assis, qu'on est très sédentaire, au moment où on se lève et on sort du camion, on a une hausse de l'accidentologie. Donc ça, c'est des actions sur lesquelles on peut aller. On sait qu'on a certains éléments au moment de vie, je vais revenir, où on peut avoir une hausse du risque d'exposer sa santé. Donc d'abord, la pathologie que l'on identifie pour essayer de la détecter et de la prévenir le plus tôt possible. Ensuite, les populations, qui est le deuxième criblage. Hommes, femmes, jeunes, seniors. Ça, ce sont des critères qui nous permettent de segmenter des populations par rapport à une probabilité de survenance d'un risque de santé. Et je dirais même, le métier en fait partie. Puisque lorsque l'on est sédentaire ou lorsque l'on est manutentionnaire, on n'est pas exposé au même risque sur sa santé et au même moment. Et c'est le dernier axe de criblage, le moment de vie. Celui-ci, il est clé. Et c'est ce qui nous permet d'être très précis dans la prévention. Le moment de vie, ça peut être la parentalité. Ça peut être quand on se prépare à passer à la retraite. Mais c'est aussi, et ça a été vraiment dit de manière très forte par Christelle, c'est quand on devient aidant. L'aidance, c'est plus de 11 millions de Français aujourd'hui. Ça va être très rapidement un tiers des salariés qui vont être aidants. Mais un aidant, c'est un tiers d'espérance de vie en moins.
c'est une très forte probabilité de décéder avant l'aider. C'est-à-dire que le corps s'use. Or, ces aidants, ils sont salariés. Donc, on a un véritable enjeu, finalement, de cibler le risque, la pathologie, cibler la population homogène par rapport à une exposition à un risque et de cibler les moments de vie qui font que ces risques augmentent. Et quand on arrive à cibler, eh bien là, on peut commencer à mettre en place un programme plus efficace. Et c'est ce ciblage que vous aidez à... Et on a souvent la question de oui, mais quel est le retour sur investissement? C'est coûteux, J'allais y venir. on a les dépenses. Ouais. En fait, il ne faut pas raisonner de cette manière-là. Le retour sur investissement, il est évident. Ce sont des travaux menés par l'Institut de la recherche du stress en entreprise qui estime que pour 1 euro investi par l'entreprise, le retour sur investissement est de 3 euros pour cette même entreprise. Donc le ROI, il est là. Il faut juste faire le premier pas. Il faut avancer. Et les ROI sont de deux natures, direct et indirect. Si je prends déjà ce qui est évident, quand on travaille à accompagner ses salariés à détecter des pathologies très tôt, à éviter la survenance d'arrêts de travail, eh bien, c'est les arrêts qu'on diminue, le coût de l'arrêt, le coût de la baisse de qualité qui est induit par la perturbation du service, par la perturbation des équipes. Donc là, ce sont des coûts directs qui font qu'on a une baisse de performance globale dans l'entreprise, performance économique et performance opérationnelle, si on a de l'absentéisme. Et puis, dans les coûts indirects, eh bien, j'aime en citer un, on a le coût de l'assurance. À titre d'exemple, sur une entreprise du même secteur, une entreprise qui a une approche totalement différente sur la prévention d'une autre, je vais, moi, faire un écart de tarification d'à peu près 30%. Donc le ROI, il est là. En revanche, il faut franchir ce cap, il faut se saisir de la situation pour mettre en place de la prévention. Et est-ce que vous avez prévu, Christelle Roger, de quantifier, de mesurer ce retour sur investissement, notamment, je ne sais pas, un bilan des bilans de santé dans quelques années Alors oui, on va le faire. Ceci étant, quand on le met en place, c'est pas du tout le sujet. Comme dit Christophe, c'est 1 euro investi, c'est un retour de 3 euros. Ceci étant, la plupart des entreprises se disent c'est un coût immédiat quand même et le ROI il va être un peu plus long. Oui. Donc c'est déjà la volonté de l'entreprise d'y aller sans se poser la question sur le ROI. C'est vraiment une implication sociétale qu'il faut avoir et une volonté de progresser sur le sujet-là. Oui, on va faire les bilans, mais ce sera sur de l'empirique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de prospectif et on va attendre un certain temps pour pouvoir faire des bilans. Donc, il ne faut pas qu'on se dise que c'est le ROI qu'on attend pour pouvoir investir parce que ça va être trop long. Mais pour nous permettre de cibler au mieux ensuite les actions à mener, et c'est là où je rejoins complètement Christophe sur le sujet, c'est que il faut avoir un peu de données pour mieux affiner nos actions et mieux les cibler par la suite. Donc aujourd'hui, on commence avec un état des lieux général et le fait de travailler avec les mutuelles sur ce sujet-là est très très important parce que eux, ils peuvent avoir des retours sur notre contrat, sur quels sont les postes qui sont les plus coûteux, les plus pris en compte, etc. et avoir des actions beaucoup plus ciblées en corrélation. Alors tout ça, bien sûr, de manière anonyme. On n'est pas du tout dans la chasse aux sorcières ou dans la recherche d'informations nominatives, mais en tout cas sur... Vous dites évidemment, mais je pense que c'est important de le dire et de le souligner même peut-être, en termes de confiance dans le dispositif mis en place. C'est un vrai sujet, vous avez raison de le souligner, parce qu'en fait, que ce soit pour la médecine du travail qu'on a réinternalisé, on a eu beaucoup de questions sur quelle va être... l'indépendance de la médecine du travail par rapport à l'employeur. Donc, on n'arrête pas de répéter qu'ils sont complètement indépendants, même s'ils sont salariés de l'entreprise, ils sont bien indépendants. Les données ne sont pas conservées au même endroit. L'employeur n'a absolument pas accès aux données. Ils ont des boîtes mail sécurisées, etc. Et même les médecins me disent, ce serait bien de refaire une com sur le sujet pour bien redire, parce qu'on a quelques collaborateurs qui peuvent être un peu inquiets. Et sur les bilans de santé qu'on a mis en place, ça se passe dans nos locaux, mais nous n'avons accès à aucun élément. C'est-à-dire que toutes les données sont conservées par l'entreprise tiers qui intervient chez nous. En aucun cas, nous n'avons des retours nominatifs ou d'accès sur les éléments. Donc effectivement, après, on va travailler sur... moi, j'ai besoin de retours d'informations pour travailler au mieux et améliorer notre prévention au fur et à mesure. La prévention, elle repose sur la confiance. C'est-à-dire que le salarié, il va accepter de suivre le programme que lui propose son employeur s'il a confiance sur la sécurité de ses données, tout simplement, et sur la bonne intention de son employeur. Donc, c'est même pas une négociation, c'est même pas un sujet de préoccupation, c'est non négociable. Voilà, ça, il faut vraiment se le dire.
Et peut-être quelque chose aussi que vous avez évoqué, mais sur lequel on pourrait insister, c'est le fait que cet accompagnement, cette prise en charge doit se faire dans la durée, dans la longueur. Parce que sinon, j'imagine que ça n'a pas pas d'intérêt en termes de prévention. Oui, le ROI il nécessite un certain temps. Effectivement, ce n'est pas un ROI qui est sur 20 ans, 30 ans, mais ce n'est pas un ROI qui est à 6 mois. En revanche, et c'est là tout l'intérêt d'avoir des actions ciblées, c'est qu'à moyen terme, on va quand même pouvoir suivre les bénéfices de ces actions de prévention. Donc l'approche qu'il faut vraiment mettre en place, et ce qu'il faut retenir, c'est un diagnostic. On cible d'abord les risques, on cible les populations, on cible le moment de vie pour avoir des actions bien précises en fonction d'un diagnostic qui est à comparer avec la cartographie des risques de l'entreprise. Ça, c'est vraiment essentiel. Et une fois qu'on a fait ce diagnostic, là, on peut mettre des actions telles qu'elles sont proposées. Et la French Care, aujourd'hui, illustre parfaitement le florilège de possibilités et de solutions qu'on a à disposition. CNP Assurance, avec sa start-up, justement, de services sur la prévention flex, propose de combiner des solutions pour les entreprises. Donc ça, on fait ce travail-là, cartographie, solution, mais surtout, ce qui est essentiel, c'est les KPI pour suivre. Donc, on va suivre les données de l'assurance dans la durée pour voir où les actions ont fonctionné, où elles n'ont pas fonctionné, pour tout simplement s'adapter, faire du test and learn, échanger. Mais à la fin, c'est bien un bénéfice pour l'entreprise, c'est un bénéfice pour le salarié, c'est un bénéfice d'image et c'est surtout un bénéfice pour notre système de santé. Le défi, c'est vraiment vivre en bonne santé. Et vous parliez de prise en compte de la santé globale, pas seulement de la santé au travail. On a bien compris la responsabilité sociétale que l'entreprise voulait incarner. Il y a quelque chose qui est important à souligner, c'est la prise en compte de la santé, vous avez dit psychologique, la santé mentale, notamment la santé mentale aussi des jeunes, oui, qui là, on pourrait se dire, sort du cadre direct des salariés de l'entreprise. Et donc, pourquoi ces sujets rentrent aussi dans le champ de la prévention en entreprise ? Parce que quand on a des enfants qui ne vont pas bien, généralement, les parents sont très inquiets et n'ont pas l'esprit complètement non plus à leur travail et du coup peuvent aussi avoir une dégradation de leur santé mentale, de leur propre santé mentale. Donc, la santé mentale des jeunes n'est quand même pas très bien prise en compte aujourd'hui dans notre société, même s'il y a des efforts qui sont faits, il y a des dispositifs qui existent. Ceci étant, c'est pas encore super bien adapté aux besoins. Donc, chez nous, là, on est en train de regarder effectivement pour mettre une solution en place pour aider les parents dont les enfants ont des difficultés en santé mentale. J'en discutais justement avec Christophe juste avant en disant j'aimerais qu'on regarde dans notre système de mutuelle comment on pourrait prendre en charge un peu mieux la santé mentale des jeunes et puis aider les parents à faire le lien avec leurs enfants où généralement dans ces périodes-là, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas trop comment les prendre en fait. Je vous le confirme. Et on se retrouve avec une rupture de la communication et on est complètement démunis, quoi. Donc, on est en train de regarder sur différentes solutions pour pouvoir avancer là-dessus. Sur ces différents sujets, et peut-être pour commencer à conclure, puisqu'on arrive sur les dernières minutes de cette table ronde, finalement, si on devait faire une sorte de chaîne pour comprendre un petit peu les rôles de chacun et revenir sur ces différents rôles, que ce soit l'employeur, l'assureur, la mutuelle, les pouvoirs publics, dans ce sujet de la prévention, ça serait quoi ? Ce qui est essentiel sur la prévention, c'est bien d'agir de concert. C'est-à-dire les entreprises, les complémentaires santé, les pouvoirs publics, tous ensemble, et puis aussi les salariés, qui seront les acteurs clés finalement du dispositif, on a un rôle à jouer de manière concertée. Le système de santé publique, on l'a dit tout à l'heure, a quand même des fragilités aujourd'hui, il est exsangue. On a une espérance de vie qui est très longue, mais qui n'est pas en très bonne santé. Il faut qu'on agisse sur la prévention, qu'on rejoigne un petit peu le modèle des pays du nord de l'Europe. Les entreprises ont un atout et sont je dirais presque la clé de voûte de ce dispositif. Elles ont accès aux salariés, elles ont la proximité, elles ont la confiance. Donc, mettons en place au niveau des entreprises des actions de prévention, associons les acteurs qui sont autour de ces actions de prévention, la médecine du travail, les complémentaires santé, et ensemble, on va pouvoir suivre dans le temps toutes ces mesures, on va pouvoir améliorer globalement l'efficience de nos actions de prévention et on va pouvoir, ça c'est une chose incroyable, bénéficier de toute l'innovation que nous avons en France autour du digital, de l'IA et des startups qui créent des nouvelles solutions. Donc vraiment ensemble, soyons de concert et œuvrons à cet objectif. Il faut vraiment traiter le sujet dans la durée en fait. C'est pas des actions coup de poing, c'est des choses et ça se traite comme un véritable projet. C'est un suivi de projet, c'est effectivement des KPI, c'est un comité de pilotage, c'est un maillage du terrain, c'est comment on embarque aussi nos managers
managers sur le sujet, puisqu'on va, dans tout ce qui est santé mentale, on va aussi plus loin avec les formations des managers pour pouvoir repérer les personnes en situation difficile, pour pouvoir remonter les situations plus tôt, que ce soit la médecine du travail ou que ce soit sur les différents interlocuteurs qu'on a mis en place sur la prévention. Donc, c'est au-delà même de la prévention pour les personnes mêmes, c'est un projet d'entreprise complet avec un changement de culture et un accompagnement du care de l'un vers l'autre, en fait. Allez, une toute dernière question. Un conseil à donner à des entreprises qui voudraient installer une culture de la prévention, par où elles commencent? Alors, pour donner le mot de la fin à Christelle, je dirais en préalable, vraiment à toutes les entreprises, emparez-vous de la prévention et de la santé. C'est vraiment un effet très bénéfique pour la notoriété de l'entreprise, pour son efficacité au global, sa performance économique. Et puis, deuxième conseil, en s'emparant de ce sujet, vous avez vraiment un impact sur la société. Vous pouvez améliorer l'espérance de vie en bonne santé des Français. Et ça, quand même, quand on se couche le soir ou quand on se rase le matin, c'est pas mal. Ah bah alors, je peux qu'abonder dans ce que tu dis. En fait, je pense que le plan santé qu'on mène est quelque chose qui a fait réagir l'ensemble du corps social chez BPI, qui rend encore plus fier d'appartenir à BPI et où on se dit, bon, c'est un peu compliqué parfois, mais c'est Ça pour vaut la le bonne coup. cause. Ouais, ça vaut le coup, ouais. Merci à tous les deux pour votre participation à cette table ronde sur la prévention en entreprise. Merci. Merci. Merci.